l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Sur DTV, le journal et ses titres. Le Sénégal en deuil, Sidi Lamine Niasse s'est éteint ce mardi. Les témoignages fusent partout dans les locaux du groupe Walfadjri. La tristesse et la consternation étaient les sentiments les mieux partagés à voir dans cette édition présidentielle 2019 et décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Maître Abdoulaye Tine charge le président Macky Sall pour le candidat à la candidature de la présidentielle. Le président Macky Sall risque fort de perdre sa légitimité. Andegesem durcit le ton et prévoit son 6e plan d'action. Pas de vaccin et rejet de toute réquisition. Les membres de l'organisation syndicale fustigent l'attitude du ministre de la Santé. À la découverte ce soir de l'angle Goumba, le coin se situe à l'entrée de la rue 36 de la Médina. Son nom révèle toute une histoire, mais le manque d'assainissement perturbe la quiétude des habitants. Bonsoir. Sidi Lamine Niasse a tiré sa révérence ce mardi. Le fondateur du groupe de presse Walfadjri s'est éteint des suites d'une courte maladie selon de nombreux témoignages. Un coup dur pour le monde de la presse, mais surtout pour la Oumma islamique. L'homme s'est toute sa vie durant battu pour la liberté de la presse, mais surtout pour le renforcement de la démocratie au Sénégal. Nous en dit plus. Sidi Lamine Niasse n'est plus. Le Sénégal perd ainsi l'un de ses illustres fils, homme de Dieu, doublé d'un citoyen engagé pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Sa disparition sonne comme une grosse perte pour le Sénégal, selon certains témoignages. C'est une grosse perte pour le Sénégal, c'est également une grosse perte pour la presse sénégalaise, dans la mesure où Sidi Lamine Niasse a contribué à la formation de beaucoup de journalistes dans ce pays. Il n'existe pas un seul groupe de presse sans qu'on y trouve des journalistes qui viennent du groupe Walfadjri. En dehors de la presse également, c'est une perte pour la Convention des jeunes reporters du Sénégal, dans la mesure où beaucoup de jeunes reporters travaillent au sein du groupe Walfadjri, mais également Sidi Lamine Niasse a toujours soutenu, accompagné et encadré les jeunes journalistes dans toutes les activités organisées. Sidi Lamine Niasse s'est toujours battu pour l'intérêt supérieur de la nation. Ses nombreux combats pour la démocratie en témoignent suffisamment. Il avait fait de cet établissement qui abrite le groupe Walfadjri le mur des lamentations. Et pour rappeler aux Sénégalais que ce qui a amené mars 2012 et comment on appelle ça, les assises nationales sont parties d'ici le 28 mars. C'est Feu Sidi Lamine Niasse qui nous a autorisé, moi et Momar Ndao, à venir manifester à la porte de Walfadjri, et c'est de là qu'est partie vraiment la révolution lente. Donc nous avons à plusieurs reprises organisé des débats avec des gens qui étaient venus se plaindre au niveau de l'association des consommateurs. Outre le combattant de la liberté, Sidi Lamine Niasse est aussi un homme de Dieu. Ses prêches ont séduit plus d'un. Le secrétaire général du fans club Walfadjri en témoigne. Le Sénégal perd un grand défenseur du peuple. Il s'est toujours battu aux côtés des couches les plus démunies. Il a toujours défendu son pays, mais aussi il a toujours été bouclier contre les ennemis de l'islam. Le Sénégal a perdu un grand homme et en plus on s'achemine vers des échéances électorales là où il était aussi tout important par ses alertes.
Les locaux du groupe Walfadjri, très tôt pris d'assaut par sympathisants et proches du disparu, aujourd'hui, tous sont unanimes. Sidi Lamine Niasse s'est toujours engagé pour défendre son peuple. Sidi Lamine Niasse, le religieux, Sidi Lamine Niasse, le patron de presse, Sidi Lamine Niasse, l'écrivain, Sidi Lamine Niasse, le défenseur des faibles. Bref, les casquettes ne manquent pas, mais pour mieux cerner les différentes facettes de l'homme, je vous propose de suivre cet élément signé Abissawa. Sidi Lamine Niasse est né le 15 août 1950 à Kaoulak, fils du grand savant, écrivain et homme de Dieu, Khalifa El Haji Mohamed Niasse, petit-fils de El Haji Abdoulaye Niasse, fondateur de la branche niassène de la Tariqa Tidjane. Sidi Lamine Niasse s'est beaucoup investi pour l'unification de la grande famille niassène, entretenant des meilleures relations avec l'ensemble des guides religieux du Sénégal et n'accordant pas une grande différence entre sunnites, chiites et soufis. Sidi Lamine Niasse a également beaucoup œuvré pour l'entente entre les confréries à travers des actes concrets et remarquables. Sidi Lamine Niasse commence sa carrière professionnelle par l'enseignement. De 1971 à 1975, très jeune, il est enseignant en arabe. Il était alors comme fasciné par ce qu'a été l'engagement des enseignants durant la crise de 1968. Après cette première expérience dans les salles de classe, il part en Égypte où il étudie le droit et la jurisprudence islamique à l'université Al-Azhar du Caire. Revenu au Sénégal en début des années 1980, Sidi Lamine Niasse est préoccupé par la condition du marabout et de l'arabisant. Étudiant engagé, il a été le président de l'Association des étudiants sénégalais en Égypte. Il ne reste pas inactif à son retour au Sénégal. Sidi Lamine Niasse s'engage pour la réhabilitation de la langue arabe dans son pays, où le français règne sans partage au sein de l'administration. En janvier 1984, il crée le bimensuel Walfadjri, qui devient hebdomadaire en novembre 1987. Au mois de mai 1991, le journal devient semi-quotidien paraissant 3 fois par semaine. À partir de février 1993, il paraît quotidiennement. Sidi Lamine Niasse ne voulut pas s'arrêter en si bon chemin. En novembre 1997, il obtient une bande FM, Walf FM, et progressivement, il mit en place le premier groupe de presse de l'Afrique de l'Ouest composé d'un quotidien, Walf Quotidien, d'une radio, Walf FM, d'une télévision, Walf TV et d'un site internet. Sidi Lamine Niasse a tiré sa révérence ce mardi 4 décembre 2018 à l'âge de 68 ans. Le groupe Excaf Télécom présente ses condoléances les plus attristées à sa famille religieuse, mais surtout à la grande famille de la presse sénégalaise. J'ai appris avec émotion la disparition de Sidi Lamine Niasse, grand nom de la presse sénégalaise, témoin actif des mutations et des luttes démocratiques de notre société. Ma compassion à sa famille, au groupe Walfadjri, à la presse du Sénégal qui repose en paix, a écrit le président de la République Macky Sall sur son compte Twitter. Nous restons avec le président Macky Sall. Lui, il devrait normalement, demain, mardi 5 décembre, convoquer à travers un décret le collège électoral à 24 heures de cet événement. Maître Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris, par ailleurs candidat à la candidature de la présidentielle de 2019, alerte sur les irrégularités déjà notées. Selon lui-ci, le recours de l'opposition introduit auprès de la Cour de justice de la CEDEAO est validé. Le président Macky Sall serait en situation d'illégitimité pour diriger le Sénégal et un gouvernement de transition devrait être mis sur pied. Mansour Sow pour plus de précisions. Très en verve, l'Arabe noir, avocat au barreau de Paris, s'est défait de sa touche pour s'attaquer sans gants au maquis. La loi numéro 12/2018, selon le leader de l'Union sociale libérale, est une violation flagrante des droits fondamentaux, laquelle violation appelle à l'arbitrage de la Cour de justice de la CEDEAO. Si l'élection ne peut pas, pour X raisons, se tenir le 24 février prochain, qu'est-ce qu'il en sera du sort du président actuel à l'expiration de son mandat?
il n'aura plus aucun fondement, ni juridique, ni légitimité démocratique. Nous, Union sociale libérale, notre position est que si telle devait être l'hypothèse, il va falloir mettre en place un gouvernement de transition nationale, un gouvernement d'union nationale. Autre grief soulevé par le candidat à la candidature pour l'élection du 24 février 2019, la fiabilité du processus électoral. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre en charge de l'organisation, et le président de la Sénat, au banc des accusés. Nous devons avoir des élections transparentes. Il faut qu'il tranche la question du Sénat. Il faut qu'il démette sans condition son ministre de l'Intérieur de l'organisation de cette élection. Nous ne l'accusons pas, mais de par ses propos, il ne représente plus les garanties d'impartialité qui sont requises pour la plus haute élection dans ce pays. Ce 5 décembre, à presque 80 jours du scrutin, le président de la République devrait convoquer le collège électoral. À 24 heures du décret, le président de l'Union libérale alerte l'opinion nationale et internationale sur les anomalies notées dans le processus électoral. Les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO doivent être impérativement appliquées par les États membres. Déclaration de l'avocat au barreau de Paris, Maître Abdoulaye Tine, pense que le Sénégal, en refusant d'appliquer ces décisions, viole les principes d'adhésion à cette communauté. L'avocat s'entretient avec Mansour Sawa. On sait bien que la Cour n'est pas le juge du droit interne des États, parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames. Chaque fois qu'il y a des décisions communautaires de la CEDEAO, les gens disent que oui, c'est le principe de la souveraineté, la CEDEAO ne doit pas nous dire ce qu'on a fait. Et pourquoi ils ont, sur le fondement des résolutions de la CEDEAO, été faire partir un autre président par la force, le recours à la force, d'une certaine manière. Souveraineté pour souveraineté. Encore mieux. Donc, dans ce cas, on aurait pu leur opposer le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ça veut dire que c'est de la mauvaise foi, d'une certaine manière. Parce que tout le monde sait que la Constitution sénégalaise dit que les traités et accords régulièrement ratifiés, du moment où ils ont été publiés, dès leur publication, ils ont une autorité supérieure à la loi. C'est la Constitution qui le dit. Et le président est le gardien de la Constitution. Sauf à commettre un acte de haute trahison, il doit veiller à la bonne application et à l'intégrité des traités internationaux que nous avons ratifiés. Direction Saint-Louis, série de drames à Guet-Ndar, le ministre de la Pêche va au chevet des sinistrés. Il annonce l'exécution imminente du dragage de la Brèche. Coût du projet, 4 milliards de francs CFA. Le ministre de la Pêche, Omar Gueye, s'entretient avec notre correspondant à Saint-Louis, Gambidian, nous l'écoutons. Ce matin ici à Saint-Louis, pour présenter ses condoléances aux familles des disparus suite à l'accident d'abord qu'il y a eu au niveau de la Brèche de Saint-Louis, où il y a eu 3 disparus. Un des corps a été retrouvé, celui de Yatma Fall, et également venir ici à la famille de Ma Fall, qui est décédée suite à la houle, à la forte houle qui est intervenue il y a quelques jours ici à Saint-Louis. Le président Macky Sall donc vous a demandé de présenter ses condoléances. Il partage les douleurs avec les familles, mais également avec le gouverneur, le maire de Saint-Louis, le ministre Mansour Faye et le préfet. Il a demandé de leur dire qu'il est à leur côté. Et il a transmis également ses condoléances et son appui à chaque famille de disparus. C'est l'occasion également pour nous de rappeler l'histoire de la Brèche. Il est toujours bon de rappeler que la Brèche de Saint-Louis, c'est en 2003 qu'elle a été ouverte par l'ancien régime contre l'avis des ingénieurs et techniciens sénégalais. Cette brèche a fait plus de 350 morts maintenant. Et le président Macky Sall, depuis 2 ans, nous avait instruit à étudier. Nous avons fait des études avec des experts, notamment néerlandais,
le cabinet Royal Asconing. Aujourd'hui, nous avons les conclusions et nous allons entamer la solution d'urgence qui consiste à draguer la brèche. Cela va être fait au mois de janvier, le mois prochain. Tout est bouclé en ce moment, en ce qui concerne donc le financement. Et je reviendrai ici, Inch'Allah, le vendredi à Saint-Louis pour présider un comité régional de développement avec M. le maire, le ministre Mansour Faye, M. le gouverneur, les préfets et les acteurs concernés pour leur exposer la solution de dragage. Il ne s'agit pas simplement de draguer, mais aussi de baliser. Un incendie s'est déclaré au siège de l'association des personnes vivant avec un handicap de Mbour. Les pertes en matériel sont énormes. La journée internationale des personnes vivant avec un handicap n'a pas du tout été festive pour les membres. Ils remettent sur la table une vieille doléance, celle de l'amélioration de leurs conditions de vie. Aïden Benyas pour plus de précisions. Entier célèbre la journée mondiale des handicapés. Un incendie supposé volontaire ravage les locaux de l'association des handicapés de Mbour. Par faute de moyens, ces personnes perdent ainsi d'importants matériels. Tout à l'heure, en regardant les images, on entendait des gens dire que c'est un incendie volontaire. Ce serait malheureux parce qu'ils ont subi beaucoup de dégâts. Heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie. Mais le dégât matériel est assez important, ça s'élève sur des millions. Ils ont beaucoup travaillé, ces gens-là, pour arriver à là. Donc, si c'est un incendie volontaire, ce serait vraiment malheureux. Cet événement malheureux remet au goût du jour le débat sur la protection des personnes vivant avec un handicap au Sénégal. Il faudrait vraiment que nous travaillions pour le système de gardiennage, comme les autres structures en bénéficient. Et je voudrais vraiment interpeller l'État du Sénégal par rapport à ça, de leur prise en compte par le ministère de l'Intérieur dans toutes leurs activités et autres qui relèvent pour vraiment prendre en charge leur sécurité lors de leurs déplacements, que ce soit dans les transports ou ailleurs. Pour l'amélioration des conditions de vie des femmes handicapées, la conseillère auprès du président de la République opte pour la formation. Les personnes handicapées qui sont formées selon leur domaine sont outillées, reçoivent un pécule pour démarrer une activité et ont l'équipement nécessaire aussi, que ce soit dans le domaine de la coiffure, la couture et autres, la restauration. Elles ont toujours quelque chose de plus que une personne dite normale qui a suivi la formation. Donc nous espérons toujours que ces femmes-là comprendraient que la mendicité c'est une question de dignité humaine et qu'elles vont se tourner vers la formation. Souvent c'est qu'ils nous disent qu'elles gagnent plus dans la rue. Au-delà de la mise en place d'un comité de prise en compte de l'accessibilité des handicapés OTR, il y a la carte d'égalité des chances lancée en avril 2014 par le président Macky Sall, dont plus de 50 000 handicapés ont pu bénéficier. Nous vous en parlions dans nos éditions précédentes. Importation de sucre. Le ministre du Commerce rassure la compagnie sucrière sénégalaise. Il promet de soutenir ce fleuron de l'économie sénégalaise pour lui permettre d'écouler son stock de sucre. Mais les opérateurs sénégalais attendent des actes concrets. À ce propos, nous écoutons tour à tour le ministre du Commerce, Alioune Sarr, et le représentant de l'UNACOIS Yassal au micro de notre reporter Penda Bachir. Rassurer les travailleurs de la compagnie sucrière pour leur dire que le gouvernement du Sénégal et le président Macky Sall a mis à la disposition de la compagnie sucrière des instruments de protection, d'abord sur le plan fiscal, parce que vous savez que sur le cordon douanier, il y a un prix de référence de 499 000 qui est appliqué sur le prix du sucre importé. Même si on vous donne du sucre gratuitement à l'étranger, si vous l'amenez au Sénégal, c'est 499 000 francs que sera adossée la taxe sur le sucre. Donc c'est ce qu'on appelle la TCI, qui est donc le premier levier de protection de la compagnie sucrière. Le deuxième levier de protection, c'est également le fait que le sucre est soumis également à une TVA réduite. Le troisième élément de protection, c'est également l'imposition de quotas d'importation uniquement quand la production de la compagnie sucrière est achevée.
Et je rappelle qu'en 2017, la compagnie sucrière avait produit 136 000 tonnes qu'elle a complètement commercialisées. 2018, 144 000 tonnes qu'elle a complètement commercialisées. Donc je voudrais vraiment rappeler aux uns et aux autres au sens de la responsabilité et de la mesure. Parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Nous disons que notre position est claire, autant pour la Sonacos que pour la compagnie sucrière. On soutient le produit sénégalais, le produit local. On soutient la production locale. Nous souhaitons que les Sénégalais consomment d'abord la production locale. Mais malheureusement, la compagnie sucrière ne peut pas produire ce dont a besoin les populations sénégalaises pendant un an. Mais l'État n'a pas le droit d'affecter un certain nombre de tonnes à importer à certains commerçants en laissant d'autres. Donc c'est des 10 pas. Les propos du ministre sont rassurants, effectivement, mais nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes à 3 mois d'une élection présidentielle. Donc le régime essaie de taire, en tout cas, des bruits d'où que ça puisse venir. Ça, il faut le reconnaître. Mais nous, en tant qu'importateurs, en tant que distributeurs, en tant que commerçants, nous avons soutenu depuis très longtemps et nous continuons à le faire, nous soutenons la production locale. Le ministre du Commerce a procédé au lancement de l'édition 2018 de la Foire internationale de Dakar. Thème de cette année, la compétitivité des PME des pays en développement face aux défis de la mondialisation. L'objectif est clair, c'est améliorer la compétitivité externe mais surtout interne des petites et moyennes entreprises, élément que vous avez sûrement pu suivre dans notre édition précédente. Je vous l'annonçais en titre, bientôt un an que l'Alliance And Gueusseum a débuté son mouvement de grève. Les membres dénoncent le silence du ministre de la Santé assorti par moments de mesures telles que les ponctions sur les salaires ou réquisition d'agents pour la vaccination. Selon l'Alliance, le ministre Abdoulaye Diouf fait dans la provocation. Ainsi, elle durcit le ton et débute son 6e plan d'action. Pas de vaccin et rejet total des réquisitions. Daï Fatim Lo nous fait compte rendu de leur conférence de presse. Nous respectons nos institutions, mais qu'on nous respecte pour ce que nous sommes et ce que nous faisons. Le ton ferme, l'Alliance And Gueusseum ne compte pas se laisser faire. Ponction sur les salaires, réquisition d'agents pour les vaccins, des mesures provocatrices du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui n'ébranlent guère l'Alliance. Ce que nous faisons, nous n'accepterons pas qu'on essaie de nous pousser au bout, qu'on essaie véritablement de jeter l'opprobre sur ce que nous faisons. Ceux qui veulent créer cette zizanie, des opportunistes qui sont tapis là-bas au ministère, qui sont tous derrière des prébendes, il faut qu'ils arrêtent. Le mercenariat ne peut pas prospérer. Si vous menacez les gens et qu'ils résistent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous nous réquisitionnez. Au lieu de vacciner 50 personnes par jour, on vaccine une personne, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez venir avec les gendarmes derrière nous pour faire quoi? Ainsi, le combat continue. And Gueusseum lance son 16e plan d'action. Celui-ci se justifie selon elle par l'inertie et le mutisme du gouvernement. L'Alliance durcit le ton. Les jours menacés. C'est pourquoi, poursuivant sa logique de radicalisation, l'Alliance des syndicats de la santé et de l'action sociale, ASAS, sur les thèmes cette santé démocratique And Gueusseum, demande aux camarades concernés donc, de rendre les antigènes, c'est-à-dire les vaccins, aux médecins-chefs de district et d'en arrêter la commande ou les commandes jusqu'à nouvel ordre, de s'abstenir de signer ou de prendre les réquisitions arbitraires, abusives et même sauvages d'agents pour des activités de vaccination. Négociation, encore négociation, toujours négociation. C'est ce que veut And Gueusseum pour mettre fin à ce mouvement d'humeur qui va bientôt durer une année. Nous sommes prêts à discuter, encore une fois. Le gouvernement qui nous entende, notre main elle est tendue. Le président il est disponible de jour comme de nuit pour véritablement ensemble trouver des solutions. Le Sénégal nous appartient à nous tous. Personne n'a le droit, en tout cas, il n'y a pas deux camps retranchés où on se regarde en chien de faïence. Ou bien ils ont peur des arguments dans l'élection, je ne sais pas. En tout cas, le président Mbalo est là, il n'a pas de couteau entre les dents. And Gueusseum compte attaquer les mesures du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Selon l'Alliance, elles sont abusives et arbitraires. Dans la même veine, And Gueusseum condamne avec la dernière énergie le licenciement de 10 de leurs camarades de l'hôpital de Kaolack.
Assurance, qualité et accréditation de l'enseignement supérieur africain. L'autorité nationale d'assurance, qualité et de l'enseignement supérieur soutient l'initiative, laquelle participe à harmoniser davantage toutes les stratégies visant à renforcer l'enseignement supérieur à l'échelle continentale. Numbeba nous en dit plus. De l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur africain face au ministre de l'enseignement supérieur. Une rencontre qui vise à consolider la confiance entre les parties prenantes en contribuant au développement de la culture de l'évaluation au Sénégal. Le projet AQUA signifie une extensive harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur africain. C'est un projet qui a été négocié par l'Union africaine avec l'Union européenne qui l'accompagne au plan du financement et au plan aussi technique. Parce que l'Europe a connu avec le processus de Bologne un processus qui est à l'origine de toutes les harmonisations aujourd'hui dans tous les aspects de l'enseignement supérieur. Papa Gueye s'explique sur les réalisations du Sénégal au niveau de l'enseignement supérieur. Le Sénégal a créé l'ANAQ-Sup en 2012 et c'est la première agence aujourd'hui fonctionnelle pour l'Afrique francophone. Il s'agit toujours pour l'Union africaine, appuyée par l'Union européenne et pour les pays membres de cette organisation, d'arriver à harmoniser les pratiques au niveau de l'enseignement supérieur, mais surtout de pouvoir appliquer ce qu'on a appelé la Convention d'Addis Abeba, qui définit les critères de reconnaissance mutuelle des pays, des diplômes des autres pays. Il s'est aussi prononcé sur le retrait de ses partenaires à l'avenir. Ça ne se posera pas, d'autant plus que le projet est limité dans le temps et a des objectifs réels. Si l'ensemble des objectifs sont atteints, je ne pense pas que le projet puisse continuer. L'Union africaine et les États membres, les pays, de manière souveraine, vont prendre le relais pour le fonctionnement. Parce qu'il s'agit d'avoir des agences au niveau de chaque pays. Ça relève la responsabilité des pays. La première agence fonctionnelle d'Afrique, l'ANAQ-Sup, s'est portée candidat dès le début du projet pour subir l'évaluation externe internationale de ACA. L'ANAQ-Sup, elle se veut une place de régulateur dans le secteur de l'enseignement supérieur sénégalais. Allons à présent à la découverte du quartier Angle Goumba. Il se situe au bout de la rue 36 de la Médina. Cette localité tient son nom des non-voyants qui s'activaient juste à l'entrée. Vieux de plusieurs années, ce quartier souffre de plusieurs maux. Les habitants l'ont fait savoir à Chantal Badji dans ce reportage. Un coin bruyant, un défilé incessant de voitures, Angle Goumba, comme pour dire l'angle des aveugles, est un quartier lébou. Selon le chef de quartier, cette localité est une portion de la Médina. Angle Goumba, pratiquement, c'est la rue 37. C'est la première rue qui a été goudronnée au temps des colons. D'ailleurs, c'était la seule rue qui était empruntée par les véhicules. Donc, c'était sollicité par pratiquement tous les magnats et les aveugles.